Une mélodie traverse le corridor de pierre, pas la pièce assignée aux enfants, mais quelque chose de nu et lumineux qu'elle ne joue que lorsqu'elle croit être seule. Célestine Morel lève les yeux du clavier et le voit là, immobile dans l'embrasure de la porte, la main posée contre le cadre. Il ne s'excuse pas, il ne se retire pas. Bastien de Châtillon, duc de son état, la regarde avec cette intensité silencieuse qu'elle a appris à reconnaître dans les couloirs de sa propre demeure, une attention qu'il ne peut plus dissimuler. Ses doigts se figent sur les touches d'ivoire. Quelque chose d'irréversible vient de commencer, et tous deux le savent. Entre eux, il y a 6 mois de fiançailles officielles avec une autre femme, 200 familles qui dépendent d'une alliance commerciale, et l'abîme social qui sépare une fille d'artisan d'un homme dont le nom figure sur les cartes de France. Mais dans ce silence suspendu, rien de tout cela n'a encore la force d'effacer ce qu'ils viennent de reconnaître l'un chez l'autre. Célestine Morel avait appris très jeune à mesurer la distance exacte entre l'admiration et le mépris. Cette distance tenait dans un seuil de porte, celui qu'on lui ouvrait par courtoisie et qu'on refermait dès qu'elle avait cessé d'être utile. Elle donnait des leçons de piano 3 jours par semaine à la résidence ducale de Châtillon. Les enfants des cousins du duc, 2 garçons turbulents et une fillette studieuse, attendaient ces leçons avec un mélange d'impatience et de respect. Elle leur enseignait couperins et rameaux, corrigeait la position de leurs doigts, leur apprenait à écouter le silence entre les notes. Mais elle entrait toujours par la porte de service. Elle prenait son thé dans l'office avec les domestiques. Et lorsqu'on la saluait dans les couloirs, c'était avec cette politesse froide réservée à ceux qui traversent les maisons nobles sans jamais y appartenir. Son père avait été accordeur d'instruments, un homme discret qui parlait peu mais qui comprenait le langage des cordes et du bois. Il était mort 3 ans plus tôt en laissant 2 pièces au-dessus d'un atelier vide et une dette suffisante pour que Célestine comprenne qu'elle ne pourrait jamais cesser de travailler. Elle avait 26 ans. Elle possédait 4 robes convenables, un talent indéniable pour le piano et la certitude glacée qu'aux yeux du monde. Elle était un instrument, on l'écoutait, on l'utilisait, mais personne ne lui demandait ce qu'elle désirait. Elle avait transformé cette certitude en armure. Elle ne demandait rien. Elle n'attendait rien. Elle ne prononçait jamais ce qu'elle ressentait. Mais ce jour-là, alors qu'elle jouait une composition de sa propre main dans le grand salon de musique qu'elle croyait désert, quelque chose bascula. C'était une pièce qu'elle avait écrite des mois auparavant, une mélodie qu'elle ne montrait jamais aux enfants parce qu'elle la sentait trop personnelle, trop dénudée. Elle la jouait parfois lorsque les leçons étaient terminées et que la maison semblait vide, laissant ses doigts glisser sur les touches avec une liberté qu'elle ne s'autorisait nulle part ailleurs. La musique montait dans l'air comme une confession sans destinataire. Puis elle sentit un regard. Elle tourna la tête. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, à l'extrémité du corridor de pierre, immobile. Bastien de Châtillon, le duc, 34 ans, une intelligence politique réputée dans toute la province, un visage aux traits nets que la contenance rendait presque sévère. Il portait une veste sombre sans ornements inutiles. Sa main reposait contre le chambranle comme s'il s'était arrêté là sans intention, puis n'avait plus pu repartir. Leurs regards se croisèrent. Célestine cessa de jouer. Le silence qui suivit n'était pas un vide. C'était une présence dense, chargée de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Il ne s'excusa pas. Il ne prétexta aucune raison d'être là. Il ne se retira pas. Et elle comprit avec la clarté brutale de ceux qui ont été ignorés toute leur vie qu'il l'avait écouté, pas la musique mais elle, depuis bien plus longtemps qu'aucun d'eux n'osait l'admettre. Elle baissa les yeux vers le clavier. Ses mains tremblaient légèrement. « Pardonnez-moi, dit-elle enfin d'une voix qu'elle s'efforça de garder neutre. Je croyais le salon vide. Ne vous excusez pas. » Sa voix était basse, posée. Pas celle d'un homme surpris, mais celle d'un homme qui venait d'être démasqué, et le savait. Il fit un pas dans le salon, puis s'arrêta comme s'il avait atteint une frontière invisible qu'il n'était pas encore prêt à franchir. « C'était très beau, ajouta-t-il, ce que vous jouiez. » Célestine ref Irma Dousement, le couvercle du piano. Elle se leva, lissa sa jupe d'un geste machinal. « Merci, monsieur le duc. » Elle ramassa ses partitions. Elle savait qu'elle devait partir. Mais ses pieds refusaient de bouger. « C'est de vous ?» demanda-t-il. « Cette composition. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui. Vous ne la jouez jamais pendant les leçons. » Ce n'était pas une question. C'était une observation, la preuve qu'il avait écouté assez longtemps pour distinguer ce qu'elle réservait aux autres de ce qu'elle gardait pour elle. « Non, répondit-elle simplement. » Il y eut un nouveau silence. Célestine sentit son cœur battre contre ses côtes comme un oiseau affolé. Elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer, mais elle savait que cela la dépassait, que cela les dépassait tous les deux. « Les enfants progressent bien, dit-elle finalement, cherchant refuge dans la formalité. Mademoiselle Hélène a une oreille remarquable. » Bastien inclina légèrement la tête. « Je sais. Ma mère m'a dit que vous étiez une excellente professeure. Votre mère est très généreuse. » Elle fit une révérence brève, précise.
puis elle se dirigea vers la porte. En passant près de lui, elle sentit la chaleur de sa présence, l'air qui semblait se contracter entre eux comme sous l'effet d'une pression invisible. Elle garda les yeux baissés. Mais juste avant de franchir le seuil, elle entendit sa voix une dernière fois. « Jouez-la encore !» Elle s'arrêta, se retourna à peine. « Pardon, votre composition, jouez-la encore. » Quand vous le souhaitez. Il ne souriait pas. Il ne détournait pas le regard. Il la regardait comme si ce qu'il venait de dire avait un poids, une signification qu'elle seule pouvait comprendre. Célestine ne répondit pas. Elle quitta le salon, ses partitions serrées contre sa poitrine, et traversa le corridor de pierre sans se retourner. Mais elle savait qu'il était resté là, immobile, à la regarder partir. Célestine vivait dans 2 pièces au-dessus de l'ancien atelier de son père, rue des Tisserands. L'enseigne de l'accordeur pendait toujours au-dessus de la porte, décolorée par les pluies. À l'intérieur, les établis étaient vides, les outils rangés dans des caisses qu'elle n'avait jamais eu le courage de vendre. Elle dormait dans la chambre du fond. Elle travaillait dans la pièce de devant où un vieux piano droit occupait presque tout l'espace. Elle donnait des leçons chez 3 familles nobles, les Châtillon, les Beaumont et les Valmey. Cela lui rapportait juste assez pour payer le loyer et manger sobrement, pas assez pour rembourser les dettes de son père, pas assez pour cesser de s'inquiéter chaque fois qu'un client annulait une leçon. Elle savait que sa position était précaire. Elle n'avait ni titre, ni famille influente, ni fortune. Ce qu'elle possédait, son talent, sa discrétion, sa capacité à se rendre utile sans jamais déranger, pouvait lui être retirée à tout moment. Alors elle faisait attention. Elle arrivait à l'heure. Elle ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait. Elle ne croisait jamais le regard des hommes trop longtemps. Elle savait où se trouvait la frontière, et elle ne la franchissait jamais. Jusqu'à ce jour dans le salon de musique. Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, elle repensa au regard de Bastien de Châtillon, à la manière dont il s'était arrêté dans l'embrasure de la porte, à sa voix lorsqu'il lui avait demandé de jouer encore. Elle savait qu'elle aurait dû avoir peur. Elle savait qu'elle aurait dû enfouir ce moment et ne plus jamais y penser. Mais au lieu de cela, elle ferma les yeux et se souvint de la chaleur qui avait envahi sa poitrine lorsqu'il avait dit « C'était très beau ». Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi. Et c'était précisément pour cela qu'elle aurait dû avoir peur. Bastien de Châtillon était fiancé depuis 6 mois à Diane de Lompré. C'était une alliance négociée par sa mère, Geneviève, duchesse douairière de Châtillon. Une alliance nécessaire, lui avait-on répété. Les terres des Lompré contrôlaient les routes commerciales qui permettaient aux fermiers de Châtillon d'écouler leurs récoltes. 200 familles dépendaient de ces routes. 200 familles dont Bastien connaissait les noms, les visages, les enfants. Diane était une femme élégante, instruite, irréprochable. Elle parlait 3 langues. Elle gérait son propre domaine avec une compétence que beaucoup d'hommes lui enviaient. Elle était exactement ce qu'une duchesse devait être. Et Bastien ne l'aimait pas. Il ne la détestait pas non plus. Il n'éprouvait rien, rien d'autre qu'un respect distant et une politesse soigneusement entretenue. Diane, de son côté, semblait éprouver la même indifférence. Leur conversation était courtoise, leur silence confortable. Ils ne se touchaient jamais, sauf lorsque les convenances l'exigeaient. Ils ne se cherchaient jamais du regard. C'était un mariage raisonnable, un mariage utile, un mariage qui détruirait Bastien jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce qu'il était. Il le savait, et il ne voyait aucune issue, parce que rompre ce mariage signifiait condamner 200 familles à la ruine, signifiait trahir les fermiers qui lui faisaient confiance, les artisans qui dépendaient des marchés, les enfants qui grandiraient dans la pauvreté parce qu'il avait choisi son cœur plutôt que son devoir. Comment pouvait-il faire cela? Comment pouvait-il regarder ces gens dans les yeux et leur dire que leur avenir valait moins que son bonheur personnel? Alors il s'était résigné, il avait accepté, il avait souri lors des dîners officiels, il avait signé les documents préparés par les notaires. Et puis un jour, il avait entendu Célestine Morel jouer. Cela avait commencé par hasard. Il traversait le corridor pour rejoindre la bibliothèque lorsqu'il avait entendu une mélodie s'échapper du salon de musique. Ce n'était pas une pièce qu'il reconnaissait. Ce n'était pas non plus le genre de morceau qu'on enseignait aux enfants. C'était quelque chose de différent, quelque chose de lumineux et de fragile à la fois, comme une confidence murmurée dans le noir. Il s'était arrêté, il avait écouté. Et lorsque la musique s'était tue, il avait ressenti une perte si aiguë qu'elle l'avait surpris lui-même. Il était reparti sans entrer. Mais le lendemain, lorsqu'il avait entendu la même mélodie, il s'était de nouveau arrêté. Et le jour suivant, et celui d'après, il avait compris que c'était elle, Célestine, la jeune femme discrète qui donnait des leçons à ses cousins, la fille de l'accordeur mort, celle qu'on saluait poliment avant de l'oublier.
Elle jouait cette mélodie lorsqu'elle croyait être seule, lorsqu'elle ne se protégeait plus. Et dans cette musique, Bastien entendait ce qu'elle ne disait jamais à personne. Il avait commencé à guetter ces moments, à ralentir le pas lorsqu'il passait près du salon, à inventer des prétextes pour emprunter ce corridor plutôt qu'un autre. Il savait que c'était dangereux. Il savait qu'il aurait dû s'éloigner. Mais il ne pouvait pas, parce que cette musique, sa musique, était la seule chose dans sa vie qui ressemblait encore à la vérité. 3 jours après leur rencontre dans le salon, Geneviève de Châtillon convoqua Célestine dans son bureau. C'était une pièce austère, meublée, avec goût mais sans chaleur. La duchesse douairière était assise derrière un secrétaire en noyer, le dos droit, les mains croisées devant elle. Elle avait 61 ans, des cheveux gris coiffés en chignon serré, et un regard qui ne laissait rien passer. « Mademoiselle Morel, dit-elle sans préambule, je vous ai fait venir pour vous informer d'un changement. Celestine rested about, les mains joints devant elle. Oui, madame la duchesse. Dans 10 jours, nous organiserons une réception pour célébrer les fiançailles officielles de mon fils avec mademoiselle de Lompré. 60 invités. Un dîner suivi d'une soirée musicale. Célestine acquiesça, ne voyant pas encore où cela la concernait. J'ai pensé, continua Geneviève, qu'il serait approprié d'engager un musicien pour accompagner la soirée. Votre talent est reconnu. J'aimerais que vous jouiez pendant le dîner et une partie de la réception. Le cœur de Célestine S.E. Sarah. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Elle serait là dans ce salon à jouer la musique de fond pendant que Bastien de Châtillon célébrait son union avec une autre femme. Elle serait témoin de sa propre défaite et on la paierait pour cela. Mais refuser était impossible. Refuser signifiait perdre le patronage des Châtillons. Et si les Châtillons la renvoyaient, les autres familles suivraient. Ce sera un honneur, madame la duchesse, dit-elle d'une voix qu'elle parvint à garder stable. Geneviève la regarda un long moment. Puis elle inclina la tête. Bien, vous recevrez les instructions dans les prochains jours. Célestine fit une révérence et quitta la pièce. En traversant le corridor, elle croisa Bastien. Il s'arrêta. Elle s'arrêta. Ils se regardèrent sans parler. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravisa. Ses mâchoires se contractèrent. Ses yeux gris intenses cherchèrent les siens avec une urgence qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Célestine baissa la tête et reprit sa marche. Derrière elle, elle sentit son regard la suivre jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout du corridor. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Célestine venait répéter au salon de musique pendant que les domestiques préparaient la réception. On installait des candélabres, on cirait les parquets, on disposait des bouquets de lilas dans les vases en porcelaine. Bastien travaillait dans la bibliothèque adjacente. Leur silence se chargeait d'une tension insoutenable. Parfois, elle sentait qu'il s'était arrêté de l'autre côté de la porte pour l'écouter. Parfois, elle jouait plus lentement, comme si elle voulait prolonger ces instants où ils étaient proches sans l'être vraiment. Geneviève, elle, semblait percevoir le danger. Elle réorganisa les horaires des leçons. Elle fit en sorte que Célestine vienne désormais en fin d'après-midi lorsque Bastien était occupé ailleurs. Elle multiplia les occasions de rappeler à son fils l'importance de l'alliance avec les Lompré. 200 familles, Bastien lui dit-elle un soir lors d'un dîner en petit comité. 200. Tu peux les regarder dans les yeux et leur dire que leur avenir vaut moins qu'une passade. Bastien ne répondit pas. Il regardait son assiette comme si elle contenait une réponse qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Diane de Lompré arriva 5 jours avant la réception. Elle était exactement telle que Célestine l'avait imaginée, grande, élégante, avec des traits fins et une assurance tranquille. Elle parlait peu mais avec précision. Elle ne souriait presque jamais. Lors du premier dîner officiel, Célestine fut invitée à rester pour jouer quelques pièces avant le dessert. On l'installa près de la fenêtre, suffisamment loin pour qu'elle n'entende pas les conversations mais suffisamment proche pour qu'on puisse apprécier la musique. Elle joua Couperin, puis Rameau, puis une sonate de Scarlatti. Les invités parlaient entre eux sans lui prêter attention. C'était ce qu'elle avait toujours connu, être présente sans exister, vraiment. Puis au milieu d'une conversation, un homme âgé aux favoris grisonnants lâcha une remarque qui fit rire plusieurs convives. On dit que la fille de l'accordeur joue aussi bien que son père réparait les instruments. C'est déjà ça. Le rire était condescendant, léger. Personne n'y prêta vraiment attention, sauf Bastien. Il posa sa fourchette avec une lenteur délibérée. Puis il se tourna vers l'homme et dit d'une voix parfaitement courtoise: Rameau écrivait que la musique est la science des sons en tant qu'ils sont capables d'affecter agréablement l'oreille. Il ajoutait que seuls ceux qui possèdent une formation profonde peuvent véritablement comprendre cette science. Il marqua une pause puis se tourna vers Célestine. Mademoiselle Morel,
Pourriez-vous nous dire quelle est la différence fondamentale entre le tempérament égal et le tempérament mésotonique dans l'accord des claviers? Le silence se fit autour de la table. Celestine leva less you surprise. Bastien la regardait avec une intensité calme, comme s'il venait de lui tendre une arme et attendait qu'elle s'en serve. Elle comprit. Il ne la défendait pas avec des déclarations. Il la défendait avec dignité. Le tempérament égal divise l'octave en 12 demi-tons égaux, répondit-elle d'une voix claire. Le tempérament mésotonique privilégie la justesse des tierces au détriment des quintes. Mon père disait toujours que choisir un tempérament, c'est choisir quelle beauté on accepte de sacrifier. Bastien inclina la tête. Exactement, merci, mademoiselle. Il se tourna de nouveau vers l'homme au favori. Comme vous le voyez, monsieur le comte, certaines personnes dans cette pièce comprennent la musique bien mieux que nous ne le faisons. L'homme rougit légèrement et baissa les yeux. Les autres convives échangèrent des regards. Diane de Lompré observait la scène sans expression, une coupe de vin à la main. Geneviève, elle fixait son fils avec une intensité glacée. Célestine baissa de nouveau la tête vers le clavier. Ses mains tremblaient. Elle reprit sa sonate comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, Bastien de Châtillon l'avait incluse dans son monde. Pas comme une employée, pas comme une présence de fond, comme quelqu'un qui appartenait. Le lendemain, pendant une pause dans les répétitions, Célestine se retrouva seule dans le salon de musique. Elle rangeait ses partitions lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna. Diane de Lompré se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle portait une robe de voyage en velours vert sombre. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable. Elle avait l'air fatiguée. « Mademoiselle Morel, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Puis-je vous parler? Un instant. » Célestine acquiesça, surprise. Diane referma la porte derrière elle. Puis elle s'approcha lentement, les mains croisées devant elle. « Je ne vais pas vous mentir, commença-t-elle. Je sais ce qui se passe. Je vois comment il vous regarde. Je vois comment vous le regardez. » Celestine sentit son cœur s'emballer. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Diane leva une main. « Ne niez pas. Ce serait une insulte à notre intelligence, à toutes les deux. » Elle marqua une pause, puis reprit d'une voix plus douce. « Ni lui ni moi n'avons choisi ceci. Ce mariage a été négocié par nos familles, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, mais pas pour l'amour. » Celestine la regarda, incapable de parler. « Je ne l'aime pas, continua Diane. Je ne l'aimerai jamais. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre, un capitaine d'ingénieurs qui travaille sur mon domaine. Un homme que je ne pourrai jamais épouser parce que ma famille a déjà décidé de mon avenir. » Elle s'approcha encore jusqu'à ce que leurs regards soient au même niveau. « Vous êtes la seule personne dans cette maison qui peut encore choisir, mademoiselle Morel. Lui est prisonnier de son devoir. Moi, je suis prisonnière du mien. Mais vous pouvez encore briser ce silence. » Célestine sentit ses yeux s'embuer. « Je ne peux rien briser, mademoiselle. Je ne suis personne. » Diane secoua la tête. « Vous vous trompez. Vous êtes la seule personne dans cette histoire qui ait le pouvoir de tout changer, parce que vous êtes la seule qui l'aime vraiment. » Elle posa brièvement sa main sur celle de Célestine. « Réfléchissez-y. » Puis elle quitta le salon aussi silencieusement qu'elle était entrée. Célestine resta immobile, les larmes coulant lentement sur ses joues. Elle venait de comprendre que sa rivale n'était pas son ennemie. Elle venait de comprendre que le mariage qui la détruisait aussi deux autres personnes. Et elle venait de comprendre que briser ce silence ne libérerait pas seulement Bastien. Cela les libérerait tous les trois. 2 jours avant la réception, Geneviève annula toutes les leçons de Célestine. Un domestique vint frapper à sa porte rue des Tisserands pour lui remettre une lettre brève et formelle. Les services de mademoiselle Morel n'étaient plus requis pour les leçons hebdomadaires. Seule sa présence lors de la réception restait confirmée. Célestine lut la lettre 3 fois avant d'en comprendre toute la portée. Elle avait perdu les Châtillons. Le lendemain, les Beaumont annulèrent également, puis les Valmey. En 48 heures, Célestine perdit la moitié de ses revenus. Elle savait pourquoi. Geneviève avait retiré son patronage et les autres familles avaient suivi. Dans le monde des nobles, la réputation était tout. Si la duchesse douairière de Châtillon jugeait qu'une professeure n'était plus convenable, personne ne prendrait le risque de la garder. Célestine resta assise dans sa chambre, la lettre à la main, et regarda par la fenêtre les toits gris de la ville. Elle aurait pu pleurer, elle aurait pu se mettre en colère, mais au lieu de cela, elle se sentit étrangement calme, parce qu'elle comprenait enfin ce qui était en train de se passer. Geneviève ne la chassait pas par cruauté, elle la chassait par peur, peur que son fils choisisse son cœur plutôt que son devoir, peur que l'alliance avec les Lompré s'effondre.
Peur que le sacrifice qu'elle avait elle-même consenti 40 ans plus tôt en renonçant à son propre amour pour épouser le duc de Châtillon se révèle inutile si son fils parvenait à faire un autre choix. Celestine S. Leva, Ellen Phyla S. Cape. Elle prit ses partitions. Et elle retourna à la résidence ducale. Elle arriva en fin d'après-midi. Le ciel était bas, chargé de nuages. Les domestiques la laissèrent entrer sans poser de questions. Elle monta directement au salon de musique pour récupérer les dernières partitions qu'elle y avait laissées. Mais en arrivant dans le corridor, elle le trouva. Bastien se tenait devant la porte du salon, les mains dans le dos, le regard fixé sur le sol. Lorsqu'il la vit, il se redressa brusquement. Célestine. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Monsieur le duc ». Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il avait heurté un mur invisible. « J'ai appris, dit-il d'une voix tendue, pour les leçons. Je suis désolé. Vous n'avez pas à vous excuser. Si, c'est ma faute. Ma mère a agi pour me protéger. » Célestine le regarda. Ses yeux gris étaient pleins d'une douleur qu'il ne parvenait plus à cacher. « Me protéger, répéta-t-elle lentement. Ou vous protégez vous-même. » Il tressaillit. « Que voulez-vous dire ?» Elle posa ses partitions sur une console, puis elle fit un pas vers lui. « Vous écoutez ma musique depuis le corridor parce que vous ne vous permettez pas d'entrer. Vous me regardez quand vous croyez que je ne vois pas. Et maintenant vous me dites que la distance nous protège. » Elle marqua une pause puis reprit d'une voix plus douce mais plus tranchante. « La distance ne protège pas, monsieur le duc. La distance est ce que vous choisissez quand vous avez peur de ce que vous trouveriez si vous vous approchiez. » Bastien resta immobile, le souffle court. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-il. Si je romps ce mariage, 200 familles perdent tout. Comment puis-je faire cela? Comment puis-je les condamner pour... » Il n'acheva pas sa phrase. Célestine sentit quelque chose céder en elle. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus profond. « Pour moi, finit-elle à sa place. I'll firmless you. Je ne peux pas, Célestine. Alors ne le faites pas. » Elle ramassa ses partitions. Ses mains ne tremblaient plus. « Mais ne prétendez pas que c'est pour me protéger. » Elle le contourna et entra dans le salon pour récupérer le reste de ses affaires. Lorsqu'elle ressortit, il était toujours là, la main posée contre le mur où un instant plus tôt, elle s'était tenue. Il ne la regarda pas. Elle quitta la résidence sans se retourner. Cette nuit-là, Bastien entra dans le salon de musique désert. La lune filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des ombres argentées sur le parquet. Le piano était fermé. Les partitions des enfants étaient rangées sur une étagère, mais sur le pupitre, il trouva une partition manuscrite. Il s'approcha, reconnut l'écriture fine et précise de Célestine. C'était la composition qu'elle jouait lorsqu'elle croyait être seule. La mélodie qu'il avait écoutée depuis le corridor pendant des mois. Il prit la partition entre ses mains et la lut lentement, comme on lit une lettre jamais envoyée. Chaque note était une confidence. Chaque silence était une question. Chaque reprise était une répétition de ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Il comprit que cette musique était pour lui. Il comprit qu'elle l'avait écrite en sachant qu'il écoutait. Il comprit qu'elle lui avait offert la seule chose qu'elle possédait vraiment, sa vérité, et qu'il l'avait rejetée par peur. Il s'assit sur le banc du piano, la partition toujours entre les mains, et ferma les yeux. 40 ans plus tôt, sa mère avait renoncé à l'homme qu'elle aimait pour épouser le duc de Châtillon. Une alliance négociée. Une alliance nécessaire. Elle avait survécu en se convainquant que le sacrifice était la seule forme d'amour qui fonctionnait. Et maintenant elle répétait avec lui exactement ce qu'on avait fait avec elle. Si Bastien choisissait son cœur et survivait, cela signifierait que le sacrifice de sa mère avait été inutile. Que toutes ces années de mariage sans amour, toutes ces nuits de solitude, toutes ces heures passées à sourire en public pendant qu'elle mourait en privé, tout cela n'avait servi à rien. Comment pouvait-il lui faire cela? Comment pouvait-il prouver que sa vie entière avait été une erreur? Il resta assis là dans le noir jusqu'à ce que la lune disparaisse derrière les nuages. Le soir même, il la trouva dans le jardin. Elle était assise par terre, le dos appuyé contre le banc de pierre, les genoux repliés contre sa poitrine. Les lilas embaumaient l'air. Le ciel était couvert d'étoiles. Il s'approcha sans bruit. Puis il s'assit à côté d'elle, pas en face, mais parallèles, leurs épaules se touchant à peine. Ils ne parlèrent pas. Le piano était loin, la maison était loin. Tout ce qui les séparait était loin. Ici, dans ce jardin, il n'était que 2 personnes assises côte à côte dans le noir. Célestine sentit la chaleur de son épaule contre la sienne. Elle sentit son souffle lent et régulier. Elle sentit le poids de tout ce qu'il ne disait pas. Et elle resta, parce que parfois la proximité était tout ce qu'on pouvait offrir, même si elle ne suffisait pas, même si elle ne durerait pas.
La nuit de la réception arriva. 60 invités remplissaient le grand salon. Les candélabres projetaient une lumière dorée sur les murs lambrissés. Les domestiques circulaient avec des plateaux de champagne. Les conversations s'élevaient en un murmure élégant et polissé. Célestine était installée près de la fenêtre, au piano. Elle portait sa plus belle robe, une robe de soie bleu nuit qu'elle avait achetée des années auparavant et qu'elle réservait aux grandes occasions. Ses cheveux étaient relevés en un chignon simple. Elle ne portait aucun bijou. Elle joua pendant le dîner, des pièces de Couperin, de Rameau, de Scarlatti, la musique de fond que personne n'écoutait vraiment. Bastien était assis à la table d'honneur, à côté de Diane. Il parlait peu, il souriait aux invités. Il levait leur coupe lorsqu'on portait un toast. Geneviève, à l'autre bout de la table, observait la scène avec satisfaction. Tout se déroulait comme prévu. Célestine joua la dernière note de sa dernière pièce. Un calme soudain s'installa. Les invités applaudirent poliment. Quelques-uns levèrent leurs verres dans sa direction. Puis ils reprirent leur conversation. Célestine s'y leva. Elle aurait dû partir par la porte de service, comme toujours. Mais elle ne le fit pas. Elle traversa le salon. Les conversations s'éteignirent une à une. Les regards se tournèrent vers elle. Elle s'arrêta devant Bastien. Il leva les yeux, surpris. Puis il se figea. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Célestine le regarda. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. « Demandez-moi avant un autre, parce que personne d'autre ne vous demandera ce que je suis capable de donner. » Bastien resta immobile. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de sa chaise. Autour d'eux, personne ne bougeait. Personne ne respirait. Puis, lentement, Bastien se leva. Il fit un pas vers elle. Puis un autre, il prit sa main dans la sienne et ne la lâcha pas. Il se tourna vers les invités. « L'alliance avec la famille de Lompré sera restructurée, dit-il d'une voix claire. Nous maintiendrons nos accords commerciaux, mais il n'y aura pas de mariage. » Un murmure parcourut l'assemblée. Diane, toujours assise, leva sa coupe vers lui avec un sourire discret. Geneviève se leva brusquement, le visage pâle. « Bastien, tu ne peux pas. »« Si, mère, je peux. » Il se tourna de nouveau vers Célestine. « J'assume le coût économique avec mes propres terres. Je perds de la richesse. Jay perds de la position. Mais je ne perds pas ce qui compte. » Il leva sa main, celle qui tenait celle de Célestine, et la porta à ses lèvres. « Je vous choisis. » Célestine sentit les larmes monter. Elle ne les retint pas. Bastien la tira doucement vers lui, puis, devant 60 témoins silencieux, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de triomphe, c'était un baiser de délivrance. Lente, tendre, tremblante. Le baiser d'un homme qui avait attendu trop longtemps et le savait. Lorsqu'ils se séparèrent, Célestine murmura contre ses lèvres « Vous m'avez écouté depuis le corridor pendant des mois. Oui. Pourquoi n'êtes-vous jamais entré ?» Il sourit tristement. « Parce que j'avais peur de ce que je ressentirais si je le faisais. Et maintenant, je sais. » Il l'embrassa de nouveau et cette fois, elle lui rendit son baiser avec toute la vérité qu'elle avait gardée en silence pendant si longtemps. 3 semaines plus tard, Célestine reçut une lettre. L'écriture était élégante, précise. Il n'y avait pas de signature, juste 3 lignes. « Merci de m'avoir libéré. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. » Dès de elle, Célestine plia la lettre et la rangea dans le tiroir de son secrétaire. Diane de Lompré avait épousé son capitaine d'ingénieur 2 semaines après la rupture des fiançailles. Bastien avait restructuré l'alliance commerciale pour garantir les routes. Aucune famille n'avait perdu son gagne-pain. Geneviève n'assista pas au mariage de son fils. Mais le matin de la cérémonie, quelqu'un laissa un bouquet de lilas fraîches sur le banc le plus éloigné de la petite chapelle. Personne ne demanda qui. Un matin de printemps, le salon de musique était inondé de soleil. Célestine était assise au piano, une partition posée devant elle. Mais ce n'était pas une partition ordinaire. C'était une composition écrite à 2 mains. La mélodie était de son écriture. Les annotations dans les marges étaient de celles de Bastien. Par la fenêtre ouverte, les lilas du jardin embaumaient l'air. Ils avaient fleuri plus tôt que d'habitude cette année. Bastien entra dans le salon. Il s'assit à côté d'elle sur le banc. Leurs épaules se touchaient. « Tu es prête ?» demanda-t-il. « Oui. » Elle posa ses mains sur les touches, il posa les siennes à côté des siennes, et ensemble ils jouèrent. La musique s'éleva dans le salon, traversa le corridor de pierre et se perdit dans le jardin où les lilas dansaient sous le vent. C'était une mélodie qu'il n'aurait jamais pu composer seul, une mélodie qui n'existait que parce que l'un d'eux avait eu le courage de demander, et l'autre avait eu le courage de répondre. Lorsque la dernière note s'éteignit, Bastien se tourna vers elle. « Je t'aime. » Célestine sourit. «
Je sais, je t'ai entendu me le dire pendant des mois. » Depuis le corridor, il rit doucement, puis il l'embrassa et le soleil continua de briller à travers les fenêtres ouvertes, et les lilas continuèrent de fleurir, et le piano resta là, témoin silencieux de tout ce qu'ils avaient enfin osé se dire.